Vous écoutez le podcast des Fins Buveurs avec Jean-François Leduc, Henrik Pivin et Lauriane Robidoux. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 79e épisode du podcast des Fins Buveurs. Je suis votre autre Jeff Leduc à ma côté, Lauriane. Wouhou, bonjour! On enregistre une semaine à l'avance, pourquoi? Parce que c'est quelque chose de spécial. Épisode spécial, Lauriane, aujourd'hui. Oui, Entrevue. comme que tu les aimes. Ouais, comme je les aime, c'est toujours très intéressant avec Christian Marcil. C'est qui, lui? Il va nous le dire, mais Trois Mousquetaires, on est au Trois Mousquetaires en ce moment, donc Oh oui, monsieur. une entrevue qui va suivre, ça va être fort intéressant, du moins je l'espère. Ça devrait, j'en ai aucun doute. Même si elle n'est pas encore passée, là, j'en ai aucun doute qu'elle va être bonne. Une des rares intros qu'on fait avant l'entrevue. Donc là, Ouais. on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Surprise. C'est une surprise, moi je sais pas. Là. Inconnu. Je sais pas, on va peut-être se faire sortir dehors parce qu'on va essayer de tout boire, qu'est-ce que ça... Je sais pas. On va peut-être se têter des visites guidées, là. Ah, je sais pas. On sait pas. C'est à suivre. Donc, sans plus tarder, entrevue avec Christian Marcil des Trois Mousquetaires. Aujourd'hui, on a l'honneur de s'entretenir avec Christian Marcil des Trois Mousquetaires. Christian, premièrement, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. On a fait une petite tournée, on peut en parler un peu, c'était assez impressionnant là, de qu'est-ce que vous avez, des cuves, puis tout ça, je suis pas habitué de voir ça, là, des vraies fourmis, là, comme on dit. Là, ça... Travaille fort, surtout avant Noël. Ouais, ben effectivement, l'avant Noël comme ça, je pense que les employés en arrêt donnent une go, puis là, Ça c'est paraît. Québec qui est livré demain, puis jeudi, puis c'est des grosses commandes, c'est des grosses journées. Fait que... Ça roule. Christian, votre rôle au Trois Mousquetaires, histoire de donner un peu le contexte aux Moi aussi, auditeurs. je suis un des copropriétaires. On est 3 propriétaires ici, je fais partie d'un des 3. Principalement, moi, je m'occupe de l'exportation. Je m'occupe aussi du volet contrôle qualité. Je supervise par le fait même un peu le brassage là, OK. avec le brasseur en chef. Contrôle qualité, puis la gestion en général aussi. OK. Là, ici, là, achat d'équipement et tout, là, ça fait partie de mon rôle. OK, pas mal de travail. Oui, beaucoup de travail. C'est clair. Depuis combien de temps est-ce que vous avez ce poste-là? Est-ce que c'est depuis tous les débuts? Moi, je suis ici depuis 2011. La OK. brasserie existe depuis 2004. Moi, Ouais. je suis ici depuis 2011. Fait que, Un bon tiers ouais, de c'est toute ça. la vie. C'est exact. Cool. Puis, qu'est-ce que vous aimez de l'industrie brassicole? C'est comme la question qui est c'est Ouais, classique, ben honnêtement, je trouve que c'est un super de beau monde. C'est un milieu où ce que les gens aiment beaucoup. Quand on parle, exemple, des beerliers, ceux qui aiment beaucoup la bière. Là. Je sais pas de quoi tu parles. Ouais. C'est du monde qui aime beaucoup, c'est du monde qui sont intéressants, c'est du monde qui sont intéressés. La passion. C'est un peu notre pain puis notre beurre à nous, là, de, quand les gens, on sort une bière, puis là, hop, une grosse vibe alentour, pour nous, c'est super, là, ça. La communauté. Exactement. tout ça. Sinon, ben, de l'intérieur, ben, la communauté de brasseurs aussi, c'est des brasseries et tout, là, c'est une belle communauté, c'est des gens de fun, puis c'est des gens... Puis on est chanceux parce qu'on a des événements un peu pour se rassembler, pour se voir avec les festivals de bière. Ouais, Fait c'est que c'est vrai. là qu'on fait beaucoup de contacts, qu'on parle à beaucoup de gens, puis Ouais. c'est super le fun. Justement, je voulais parler un peu de la microbrasserie en général. J'aime beaucoup votre titre parce que le côté historique est très bien détaillé. Il y a votre mission qui est d'offrir une bière de qualité supérieure en incluant un maximum d'ingrédients produits et transformés au Québec. Je me demandais, est-ce que c'est parce que vous croyez que la matière première produite et transformée au Québec a un goût distinct ou tout simplement pour participer au développement local du Québec? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous? Ben, c'est sûr que participer au développement local du Québec, pour nous, c'est très important. Je pense qu'on essaie d'avoir un peu notre rôle. Puis je pense aussi le fait d'avoir, comme par exemple des mâles québécois. Nous, toutes nos bières sont 100% mâles du Québec, à l'exception de la Porter Baltique, puis de notre petite bière noire. Puis la seule raison, c'est qu'on n'est pas capable d'avoir des maltes torréfiés, des maltes fumés, Ok. qui sont produits au Québec. Puis c'est important pour nous, c'est notre signature du même coup. Mais puis oui, je crois que le malt du Québec a son terroir. Au même type qu'un malt qui vient de Belgique ou un malt qui vient d'Allemagne. Il y a toujours une signature qui est en arrière de ça. Puis je crois que le malt du Québec se démarque par rapport à ça, là, avec une signature, là, effectivement. C'est un malt qui n'est pas nécessairement évident à travailler. C'est un malt qui a eu beaucoup de détracteurs au début. OK. Mais je pense qu'aujourd'hui, juste savoir un peu comment nous on travaille et qu'est-ce qu'on fait, mais je pense qu'il y a moyen de faire des produits qui sont reconnus puis avec du malt du Québec. Oui. C'est quoi, d'après vous, la plus grande force d'une bière québécoise? Est-ce que c'est son innovation? Est-ce que la bière québécoise a une définition? Je pense pas qu'il y ait nécessairement de définition. Il y a des gens qui ont essayé de créer un style québécois. Je pense que notre style au Québec,
c'est d'être ouvert d'esprit puis d'avoir la chance. Je pense que le monde ici a la chance de boire de tout ce qui se fait dans le monde, mais ici. Si tu vas en Angleterre, trouver des styles un peu plus belges, un peu plus allemands, c'est peut-être un peu plus difficile et vice-versa quand tu vas en Allemagne et tout. Puis ici au Québec, on a la chance d'avoir des styles qui sont brassés par des brasseurs de talent, puis qui sont disponibles, puis que les gens peuvent acheter, puis qu'on a comme une ouverture aussi. C'est la découverte. Exactement. Toujours sur votre site, c'est marqué citation 2006. Les Trommuscateurs commencent à offrir des bières de haut de gamme aux saveurs plus complexes en explorant principalement des styles provenant d'Allemagne. Est-ce que c'est encore le cas pour vous aujourd'hui où vous êtes un peu allemand, ascendant belge ou à la base, c'est sûr que c'est des styles. Il y a des styles allemands qui ont été faits. Ça fait encore partie de nos produits réguliers. Entre autres, si on parle de la Maybach, si on parle de la Steckel, de la Kellerbier, c'est tous des styles allemands. Puis ici, majoritairement, ici, on brasse de lager. À 85-90%, on brasse de lager. Nos produits réguliers roulent bien, puis on a voulu, surtout depuis que je suis arrivé et tout, on a voulu essayer de rajouter autre chose, de suivre les tendances, de voir ce qui se fait ailleurs, d'essayer d'innover, sortir des choses un peu plus particulières. Puis c'est là qu'on est arrivé avec, entre autres, des Ghost Berliner qui font partie des styles allemands. Mais on a été aussi avec une saison brette qui est une saison un peu type belge, mais qu'on rajoute des brettes dedans. Haute-Brune qui est une sour brown ale. Style belge, mais qu'on travaille un peu plus à l'américaine, plus sour que normal. Fait qu'on joue beaucoup avec ça, mais nos produits réguliers le restent vraiment là, de nature allemande. Puis c'est ce qui nous démarque à ce niveau-là. C'est pas une catégorie de produits qui sont disponibles nécessairement là, à grande échelle. C'est votre savoir-faire, puis à partir de là, vous essayez de trouver un petit goût spécial, un petit genre spécial. Exactement, on essaie d'innover et de faire des choses. On est au Trois-Mousquetaires. Ce serait difficile de ne pas parler de la Porter Baltique, qui est, à mon avis, un incontournable à tous les années. Là, son édition annuelle, qui est vraiment une tradition. À chaque fois que ça sort, j'ai des amis un peu fous, là, qui en achètent peut-être un peu trop, mais ça, c'est un autre podcast. Comment est-ce que vous expliquez son succès? Est-ce que vous le saviez dès le début que vous avez quelque chose de gagnant? Comment que... Honnêtement, je peux pas te dire. J'étais pas là, moi, quand la bière a sorti. Mais une des choses qu'on pense, c'est que le mot porter, les gens reconnaissent ça. C'est un style que les gens connaissent, c'est un vieux style, comparativement si on dit Kellerbier ou Steckel. Mais porter, on dirait que c'est un style que les gens reconnaissent. Puis là, nous, on l'a fait. C'est sûr que notre porter baltique à nous n'est pas directement sur le style. Elle est un peu plus sucrée, un peu plus... c'est une bière qui est un peu plus d'alcool, plus ronde en bouche, plus liquoreuse. Mais pour nous, la Porter Baltique, c'est vraiment notre flagship. C'est une bière pour laquelle on est reconnu quand on va dans des festivals. C'est vraiment une bière forte. Exactement. Beaucoup de corps, exactement. Les gens reconnaissent. C'est une bière que les gens reconnaissent. Vraiment. Justement, sa version, un grand cuvée qui a gagné les grands honneurs au World Beer Award 2010. C'est quoi la motivation derrière la participation à ce concours-là, du World Beer Awards? Est-ce que vous le faites par un peu renommée internationale, un coup de marketing, ou juste par curiosité, des fois, juste envoyer une bière, puis... En fait, entre autres, Porter Baltic a gagné en 2010, mais a gagné aussi World Best Porter pour Porter Baltic en 2013. A gagné America en 2014, puis en 2015 aussi. C'est une bière qu'on a inscrite à toutes les années. Pour nous, les concours, je dirais que c'est... Je pourrais voir ça. C'est un peu un côté marketing. C'est intéressant de voir comment que nos produits peuvent se classer versus le monde, parce que c'est exactement ça, versus le monde. C'est toujours intéressant, puis quand on gagne des prix, c'est toujours le fun. Puis pour nous, on est content, c'est une récompense. Puis on veut pas aussi, quand certains produits sont reconnus et vus et dans des concours comme ça, souvent ça va être pour l'exportation. Ça vous déporte, à notre niveau, je te dirais que peut-être qu'à partir de quand la Baltique a gagné en 2010, j'ai l'impression qu'il y a une couple de téléphones ou d'emails qu'on a reçus par rapport à ça. Exactement. C'est sûr que ça va. On s'en cachera pas. Vous avez participé à plusieurs festivals à l'extérieur du Québec, au Vermont, au Cask Days de Toronto. Justement, est-ce que certaines de vos bières qui ont gagné des prix sont comme un peu rappelées, ou est-ce que c'est un peu un gage de qualité? On en parle un peu, les World Beer Awards, c'est un peu un gage de qualité. Est-ce qu'on recherche ces bières-là à l'extérieur? Pas nécessairement, parce que dans le fond, c'est sûr que quand ça sort le concours, après ça, les gens oublient un peu. Mais c'est sûr qu'aux États-Unis, quand ils voient les World Beer Awards, c'est un peu connu. Puis...
Mais les gens viennent pas nécessairement dire je veux telle bière parce qu'elle a gagné, mais je pense qu'ils viennent chercher telle bière parce que peut-être qu'ils la connaissent ou qu'ils en ont entendu parler aussi. Bouche à oreille des fois. Exactement. Puis je pense que les concours comme ça fait peut-être aussi bouger le bouche à oreille, puis certaines choses s'écrivent dessus, puis ça fait que... Par curiosité, vu qu'on est quand même près des lignes américaines, est-ce que vous avez quand même de la clientèle qui vient des États-Unis ou en Ontario? Oui, on a certaines personnes qui viennent des États-Unis et de l'Ontario. C'est sûr que nous, ici, on n'a pas de bar. On a seulement une boutique à l'avant qui est ouverte sur les heures de la brasserie. Fait que c'est ouvert du lundi au vendredi de 8 à 4, des fois 8 à 5, mais 8 à 4 surtout. Puis, c'est sûr que c'est pas nécessairement évident pour quelqu'un qui travaille dans ces heures-là de se déplacer pour venir. Mais oui, on voit des gens qui partent des États-Unis qui viennent ici. Là. Surtout l'été, parce que c'est plus facile, parce que les gens sont en congé, vu nos heures d'ouverture. Mais sinon... Parlant exportation, dans quel pays est-ce que vous exportez votre bière? Juste par curiosité, moi je veux savoir s'il y a une Weizenbock qui se vend genre au Brésil, quelque chose du genre. Oui, effectivement, il y a de la Weizenbock au Brésil, parce que oui, on exporte au Brésil, États-Unis. Pour nous, l'exportation aussi, c'est aussi d'envoyer des bières dans d'autres provinces au Canada, parce qu'il faut comprendre que les lois sur l'alcool, c'est provincial. Fait que d'envoyer de la bière en Ontario, en Alberta ou en Colombie-Britannique ou dans les maritimes comme qu'on fait, c'est pas nécessairement évident parce que chaque province a ses lois. Des règles spécifiques. Fait que ça nous prend on a des agents dans ces provinces-là qui nous aident à faire rentrer la bière là-bas puis qui s'occupent aussi de nos produits. Sinon, nos bières sont en Europe, Espagne entre autres, Belgique, France, un petit peu en Suisse que j'ai su dernièrement, puis une petite partie aussi travaille avec l'Allemagne. Impressionnant. Justement, vos bières de type allemande en Allemagne. Oui, non, parce que pour certains, c'est des bières, pour eux, c'est très goûteux, puis versus ce qu'eux peuvent avoir, eux autres, c'est un peu plus mince en bouche. Nous, on a beaucoup de caractère, on a beaucoup de mouthfeel, on a beaucoup de goût. D'autres, on n'a pas la règle, justement, d'Allemagne, de respecter les 4 ingrédients typiques d'une bière. Exactement. Ben, eux, ils brassent là-dessus depuis des années, puis pour eux, c'est devenu comme une coutume, puis ils respectent ça. Mais je crois pas que cette règle-là soit encore nécessairement en vigueur et fait office. Qu'il y a des agents qui appliquent ça, mais c'est de coutume et ils continuent à brasser ça comme ça, puis pour eux, ben... C'est comme ça qu'ils réussissent à faire. Selon les Allemands, c'est eux qui font la meilleure bière au monde. Mais selon les Belges, c'est eux qui font la meilleure bière au monde. Ça dépend toujours à qui tu parles. Hein. C'est qui gagne? Justement, est-ce que vos meilleurs vendeurs québécois sont les mêmes qu'un peu partout? Est-ce que vous voyez clairement qu'il y a une tendance, des bières de soif qui sont un petit peu plus répertoriées dans des pays chauds? C'est sûr que Porter Baltic, ça c'est partout. C'est un bon vendeur partout quand on exporte. Sinon, je dirais à l'exportation, les produits réguliers, oui, sortent bien. Quand je dis produits réguliers, je parle de la série signature, Hopfenweiss, Kellerbier, Steckel. Mais on essaie aussi d'envoyer à l'exportation nos produits hors série. Okay. Surtout, si on prend, quand nous on fait venir de la bière ici, souvent les gens qui sont prêts à payer pour un produit qui coûte un peu plus cher que ce qui est disponible sur le marché, c'est des beer geeks, c'est des gens qui aiment beaucoup la bière. Dans le fond, là-bas, c'est l'inverse aussi. Fait que tu peux pas nécessairement envoyer une lager blonde. En bout de ligne, le monde va l'essayer une fois, puis ça fait pour l'exercice de la chose. Mais sinon, ils l'ont trop fait. C'est ça, exactement. Fait qu'on essaye. Voyez-vous, cette année, aux États-Unis, on a envoyé de la Ghost. Ça a très, très bien marché. On envoie aussi on a envoyé de la saison Brett. Puis, regarder un peu là, les ratings qui rentrent là, sur Untap, entre autres, au Rate Beer. Ça nous donne une idée de si les gens aiment ou pas. Puis, commentaires, du feedback. Exactement. Puis, je pense que c'est des produits qui sont appréciés. Cool. Votre 10e, la fameuse Crique Noire impériale, vous avez fêté vos 10 ans l'année dernière, vous avez terminé votre 10e année. Premièrement, c'était votre bière commémorative des 10 ans. Ça ressemblait à quoi le Brainstorm? Comment qu'on résume 10 ans de brassage en une bière? À la base, on s'est pris d'avance. C'est une bière qui a été quand même 9 mois en fût de chêne. Wow. On s'est pris d'avance. On voulait faire quelque chose d'exceptionnel. On commençait à travailler la brette à ce moment-là un peu plus. On n'avait pas sorti saison brette, mais c'est un volet qu'on voulait développer, le chai. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le montrer. On ira tantôt voir le chai. C'est un volet qu'on voulait un peu plus développer. Puis là, on avait, entre autres...
dans un festival, Alex, le brasseur, avait pris un mini fût qu'il avait, qui était à lui, puis qui avait mis de la porter baltique avec des cerises noires dedans. Ah ouais. Donc, l'inspiration est comme venue de là, après 2 ans, un peu bretté, un peu on a fait voir. Ça pourrait être quelque chose qui fait comme notre bière et 10e anniversaire. Puis là, ça a été essayer d'un peu de refaire ça, mais de la cerise noire, c'est pas nécessairement quelque chose qui est évident à trouver. Ouais, c'est ça. Fait qu'on s'est rabattu sur de la griotte, de la cerise griotte, qui venait du Québec, qui venait d'une ceriserie du Québec. Fait qu'à ce moment-là, on trouvait que c'était intéressant également là, de mettre ça de l'avant. Puis la 10e, ben, là, c'est un assemblage de 3 bières en fait à la base. Fait que c'est un mélange de 3 bières-là, toutes vieillies en fût de chêne, toutes fermentées en fût de chêne, a fait, dans le fond, la 10e. C'est excellent en passant. Merci. Est-ce qu'il y a eu d'autres types de bières aussi qui ont failli être retenues ou ben c'était juste un coup de génie si on veut? Non, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait pour le 10e anniversaire, puis on a vraiment penché pour puis sur ça, puis parce qu'on venait aussi entre autres quand on a eu l'idée, on venait entre autres de goûter la porter baltique aux cerises noires qu'on avait fait en casque pour l'Oktoberfest des Québécois. Puis on a fait comme oh wow, ça pourrait être quelque chose d'intéressant avec Alex aussi, c'est comme une bière on avait mis dans le petit baril puis un peu oublié, un peu. Puis après 2 ans, ça sort, tu fais comme oh wow, ça a retravaillé. Puis oui, c'est ça exactement. Fait qu'on s'est dit, c'est super. Sens là-dedans. J'aimerais ça parler des influences parce que moi, ça m'a perturbé cette année. Berliner Weisse, j'avais jamais entendu parler de ça cette année. Là, tout le monde en avait une. Comment est-ce que les tendances brassicoles arrivent au Québec? Est-ce qu'il y a une espèce de brainstorm de tous les brasseurs? Est-ce que ça se parle? Est-ce que ça vient des États-Unis? Est-ce qu'il y a des... Ben, souvent, ça vient un peu... On est beaucoup influencé au Québec par les États-Unis. Okay. Berliner Weisse, c'est un style qui était pratiquement oublié. Un peu comme la Gauss. C'est des styles qui étaient oubliés. Puis je pense qu'en ce moment, les brasseries essayent beaucoup d'innover. Puis d'essayer de sortir des choses un peu différentes. Puis ça allait aussi dans le mouvement des sours. Nous, ça faisait... Ben, la Gauss, on l'a sorti peut-être il y a 3 ans. Puis là, on voyait un peu le mouvement des sours aux États-Unis s'en venir. C'était pas encore rendu ici au moment où on a sorti la Gauss. Ça commençait tranquillement. Fait que là, on a fait la Gauss, on a vu qu'il y avait une bonne réponse. Fait que on a décidé de sortir la Berliner à ce moment-là. Ouais, mais oui, l'affluence vient beaucoup, je crois, des États-Unis. Certains brasseurs qui ont la chance, comme nous, entre autres, on va année après année au festival de Shelton Brothers, qui est notre importateur là-bas, fait un festival qui regroupe à peu près 50-60 brasseries parmi les meilleures au monde. Fait que là-bas, tu as la chance de déguster plein de choses. Puis aux États-Unis, tu as plein de styles de bière aussi. Puis fait que c'est de là un peu que ça vient, mais ça vient aussi les Allemands, c'est un style qui était oublié, puis tranquillement, on essaie de voir, ça pourrait être intéressant ça. Ça faisait un peu avec les sour aussi, dans l'effet des sour beer, qui de plus en plus, là, je te dirais que cette année, ça a vraiment explosé. Là. Ouais, c'est fou. La petite bière acidulée remplace la blonde classique désaltérante cette année, depuis quelques années. C'est fou, il y a juste ça quasiment. La petite saison, c'est de mise. Est-ce qu'il y a des styles que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu qui pourraient peut-être revenir dans la prochaine année? Est-ce que ça te besoin de dire un peu les tendances à venir? Honnêtement, c'est dur à dire. De plus en plus, certains qui parlent qu'aux États-Unis, c'est le retour des lagers. Mais aux États-Unis, ils ont comme... C'est le royaume de l'IPA. Je pense que des lagers, ils s'en brassaient presque plus outre que les bières commerciales. Tandis que j'ai l'impression qu'ici au Québec, des lagers, c'est toujours continué un peu à en embrasser de la blonde lager, des microbrasseries comme RJ, Boréal en fond. Puis il y a d'autres microbrasseries qui en ont toujours fait un peu ici. Fait que je sais pas si ici on va être influencé par ça. Mais je sais pas, mais je pense que la bière faible en alcool, un peu sur le grain, un peu... un peu colch si on veut. Ouais, colch. Je sais que le colch aux États-Unis, j'ai comme entendu, j'ai parlé à 2-3 personnes, puis de plus en plus, là, colch, c'est un mot qui revient. D'ailleurs, c'est déjà disponible ici. C'est sûr que c'est pas disponible en bouteille. Certaines brasseries le font, mais de toute façon, une colch, de nature, c'est comme aller chercher son pain au coin de la rue. C'est tellement frais, les fraîcheurs des grains. Exactement. C'est pas nécessairement un produit qui est évident embouteillé. S'il est embouteillé, il faut que ça soit consommé là, rapidement. Ah ouais, rapidement, journée double IPA. Faut que j'en parle, parce que moi et Lauriane en a été cette année. Je me suis informé, là, j'étais fier de mon coup. On m'a dit, arrive au moins 1 heure avant. On arrive là 1 heure avant. Surprise! Non, mais t'arrives 2 heures avant. Il y a du monde, c'est incroyable. Comment on se sent là, voir autant de monde se déplacer pour ces produits? Ça doit être quelque chose, là, franchement. Ouais, non, honnêtement, c'est quand même une fierté. On est quand même content.
de voir autant de monde, puis autant de monde qui l'apprécie. Puis on se force année après année. Cette année, c'était la 3e année. Ouais. À essayer de faire une bière qui vaut la peine que le monde y vienne. Puis on travaille fort on essaie année après année, il y a des petites choses qu'on essaie de corriger pour vraiment là, essayer d'avoir quelque chose de vraiment très frais, là, le plus possible, puis un très très bon goût. Là. Moi, c'est le running gag. Là. J'aime pas les IPA, mais les doubles IPA cette année, je les ai découvertes, là, puis tropicaux. Là. L'ananas, le mangue, l'oranger, là. C'est bon, là, c'est bon le jus tropicaux, personnellement. Là. Moi, je trippe. J'ai goûté à celle-là, c'est exactement dans mes cordes. J'ai fait gagnant. Je suis là l'an prochain. Mon Daou, je suis là. Par curiosité, allez-vous avoir encore de la sauce barbecue? Ouais, c'est ça qu'on a manqué. Ouais. Qu'il y en ait manqué. Ça passe vite. En fait, c'est comme un projet pilote un peu qu'on a fait. On avait 150 bouteilles dans ces eaux-là. Puis on s'est dit, on va y aller avec... c'était une bouteille par personne, je pense. Ouais. Puis, honnêtement, on pensait jamais toute la passer. Ah ouais. On pensait jamais, mais vraiment jamais toute la passer. Là, on s'est dit, au pire, on passera le reste d'un festival. C'est un projet qui fait 1 an ou 2 qu'on a, mais c'est pas nécessairement évident à mettre en place. Puis là, je parlais avec le gars de Sauce Piquante, parce que c'est Monsieur Sauce Piquante qui est à la base de la fabrication de la sauce, mais avec Sébastien, qui est le 2e brasseur ici. C'est sa recette à lui. Mm-hmm. C'est lui qui a un peu créé ça, puis qui était l'affaire avec la personne de Sauce Piquante. Fait que c'est un peu un projet de test qu'on avait, puis de toute façon, on était rendu au mois d'août. On a comme allumé trop tard pour faire ça. Il était rendu au mois de juillet, puis c'est pas le temps au mois de juillet de sortir plein de sauces barbecue parce que t'arrives sur la fin de la saison. Mais cette année, on va essayer de se prendre un peu plus tôt pour voir ce qu'on est capable de faire. On est capable de revenir avec... Bon, même un parfum, même si c'était une joke, même si c'était un poisson d'avril, je prendrais aussi un parfum. Ouais. On a reçu une bonne question de nos auditeurs. Je vais vous la dire parce que ça touche un peu tout ce qui est produits complémentaires. Oui. Ce que je trouve assez intéressant. La question vient de Gilbert Dalambre qui dit « Bonjour, l'autre jour j'ai découvert sur Kickstarter le Pico Brew, qui est une machine du comptoir pour fabriquer de la bière de 5 litres. La compagnie américaine qui fabrique la dite machine s'associe avec des brasseurs de partout dans le monde pour distribuer les ingrédients nécessaires pour fabriquer un type de bière voulu. C'est le même principe qu'une machine Nespresso, or aucun brasseur du Québec s'y est associé. Est-ce que c'est un avenue pour les brasseurs Trois Mousquetaires? Est-ce que c'est envisageable? C'est une machine carrément qui fait un mou, tu mets des ingrédients, tu pèses sur un bouton, tu touches à rien. Comme une machine Keurig, un petit cup que tu mets dans la machine puis que ça fait couler ton café. Ça fait un mou. Honnêtement, j'ai cru voir ça passer vite sur les réseaux sociaux, je me suis pas attardé. On dirait que je doute un peu de ça. Je suis un peu sceptique, mais je reste quand même ouvert. Ce serait à essayer. C'est trop facile ou c'est l'automatisation? Exactement, je trouve ça un peu trop facile parce que si on parle de brasser une bière, nous ici, brasser une bière, ça prend à peu près 4 heures. Fait que il y a quand même le trempage des grains, il y a l'ébullition, la fermentation. J'ai comme de la misère à... barrique aussi. Exactement. Fait que je sais pas. Ça serait à voir, mais pour l'instant, c'est pas une avenue on n'a pas été approché non plus à ce niveau-là. Fait que vous n'avez pas y pensé pour l'instant. Non, c'est ça exactement, mais je pense que le projet est un peu embryonnaire. Je sais pas aux États-Unis comment ça fonctionne. Mais il y avait quand même Dogfish Head qui ont donné une bière. C'est quand même pas n'importe quoi. Une petite brown ale. C'est à voir si ça vient ici. Exactement. Non, c'est à voir. Ouais, cool. Intéressant. Ça tire à sa fin. Votre plus grande fierté au Trois Mousquetaires? Je dirais la première fierté, c'est de sortir jour après jour des produits que les gens... Parce qu'on essaye beaucoup de... On brasse pour nous, mais on brasse surtout pour les autres. Mm-hmm. Puis une des grandes fiertés qu'on a, c'est de sortir des produits puis que les gens reconnaissent que ces produits-là sont bons puis qu'on a un genre de feedback. Puis entre autres avec la journée double IPA. C'est une journée où plein de monde vient nous voir, puis c'est super le fun. C'est festif. Là. Exactement, la même chose d'un festival. Puis je te dirais que c'est une fierté de... On essaie d'être humble là-dedans, puis on essaie de garder la tête froide, puis mais on s'efforce de sortir des bons produits, puis je pense que ça, on en est fiers. Ouais. Il y a de quoi. Et en terminant, je me suis essayé, là, mais la Porter Baltic Single Barrel 1978. Si je vais être sur la liste d'attente, est-ce que je peux, est-ce qu'il y a moyen de genre... à qui faut que je parle? Qu'est-ce que je fasse? Malheureusement, ça, c'est un projet qui est un peu sorti de nulle part. En fait, on a commandé nos barils de fût de chêne. On commande nos barils de fût de chêne de quelqu'un aux États-Unis qui est un broker de ça. Puis
comme l'année précédente, on avait eu des barils de 1989, fait que des barils de 25 ans d'âge. Quand même, là. Puis, règle générale, c'est des barils qu'on a, c'est du Elite Jack Rec, ça vient d'Avenel. Elite Jack Rec, c'est un bourbon. Fait que c'est du 12, fait que c'est du 12 ans. Puis, il nous avait dit, on avait reçu l'année passée 3 barils de 1989, fait qu'on avait trouvé ça super intéressant, c'est pour ça qu'on l'avait indiqué sur l'étiquette, puis ça venait apporter un petit quelque chose. Puis cette année, on lui a demandé, hey, c'est-tu possible d'essayer d'en revoir? Puis il dit, oui, je check ça, puis si je suis capable, je t'en envoie. Puis quand on a reçu les barils, il dit, je t'ai envoyé quelque chose de bien vieux. C'est ça qu'il avait écrit à Alex le brasseur. Tu checkeras ça, je pense que tu vas être content. Puis là, on a vu qu'il y avait un baril de 1978. Wow. Fait que là, on s'est fait, qu'on a fait comme, oh. On a quelque chose. Juste, en fait, quand il est arrivé, le logo, Alex il avait regardé le logo dessus, puis il a fait comme, oh, ce baril-là, il est pas comme d'habitude. Fait que c'est comme informé, il est écrit à Tom, puis il a dit, non, c'est un baril qui est plus ancien, fait que 1978. Wow. Fait que là, on savait pas trop qu'est-ce qu'on allait faire avec ça, fait qu'on l'a rempli comme les autres, avec le même, avec la portée baltique qu'on met dedans. Puis là, Alex a suivi l'évolution de ça, puis plus ça évoluait, plus qu'on voyait qu'on avait quelque chose qui était différent, plus complexe et plus... c'est ça. Puis, ça goûte quoi? C'est quoi la différence que vous êtes capable de... Ben, il y a un... Honnêtement... Plus boisé, ou est-ce que c'est... Ouais, mais il y a un côté un peu plus vieil alcool, on dirait. Okay. Tu ressens un peu là, le fait qu'il y a eu de l'alcool qui était beaucoup plus vieille dedans. C'est l'éthanol, là. Non, même pas. C'est vraiment un peu... quand tu bois un scotch qui est un peu plus vieux ou un bourbon qui est un peu plus vieilli, il y a certaines notes qui ressortent. Là, un peu plus mature. Oui, exactement. Un côté plus mature, plus... et également aussi là, un côté plus prune. Vraiment, il y avait une différence entre les deux parce que s'il avait sorti puis il était exactement comme toutes les autres, on l'aurait mis dans le blend puis on n'en aurait pas parlé. Mais là, on a fait comme wow, vraiment, là, ce baril-là, il amène quelque chose de différent, vraiment. Là, puis on s'est inspiré aussi, moi et Alex, on avait fait un voyage aux États-Unis sur le Bourbon. Ça nous a comme inspiré un peu. Là. J'ai dit, quand on est revenu ici, j'ai dit, ça serait une bonne idée. Ça. On fait un single barrel avec notre baril de 1978. Puis il évolue bien, puis on voyait qu'il évoluait bien. Puis, mais ça a été un défi pour nous de faire ça, par contre, parce que c'est à peu près 180-200 litres de bière, le baril. Mettons 180 litres, là, 200 quand il est plein, on n'a pas le choix, il faut laisser un espace. Fait que 180 litres, puis notre système ici, tu as pu voir la grosseur. Ouais, c'est ça. C'est pas nécessairement évident de gazer une bière avec 180 litres. T'as autant de place juste pour une petite batch. C'est une bière qui a à peu près 3 à 4 jours à gazer dans la cuve de garde. Wow. Fait que la production a comme été un peu arrêtée à cause de ça et tout. Fait que... Mais c'est une bière spéciale, c'est une bière que... Fait qu'on garde contact, on sait jamais. Non, mais je vous en ai mis une au froid, on aura la chance de la déguster dans quelques minutes. Pour vrai? Ok, c'était... C'est sérieux? Oui, je l'ai mis au congélateur parce que j'en avais pas... Ok, c'était celle-là. Okay, il y avait celle-là, entre autres, là, fait que je vais aller la chercher si vous voulez, puis on pourrait goûter. Vous pouvez amener vos impressions à vous, là, voir ça peut énerver. Avec plaisir, ouais. On va peut-être on va quand même peut-être enregistrer juste pendant une dégustation parce que je pense que ça vaut trop la peine. Ok, fait que je vais quand même dire merci beaucoup, Christian, d'avoir pris le temps avec nous autres de jaser un peu. Oui, c'est vraiment gentil. Ben, ça fait plaisir. Vous êtes dans le rush, fait que non, ça fait plaisir. On essaie de prendre le temps là, avec les gens. C'est pas toujours évident, là, c'est qu'au début, vous vouliez un peu le soir ou des fois, les heures s'étirent, on est ici de bonne heure et tout. Puis nous, on n'a pas de bar ici, fait qu'on est 6 heures, on a plus de production de semaine, c'est ça. Ouais, c'est ça le running gag, parce qu'on s'est contacté il y a 1 an, parce que je voulais faire ça pour la 10e, mais là j'ai fait, merde, il me reste plus de journée de congé. J'en ai pas avant le mois de juin, puis moi je travaille dans les jeux vidéo, puis notre rush c'est l'été, parce qu'on sort les jeux de Noël. J'étais comme, ça va être con, là, on s'en parlera pas pendant 1 an. Puis là, fait merci beaucoup de pas nous avoir barrés. Fait que c'est ça, on a hâte de continuer à vous boire. Longue vie au Trois Mousquetaires. Merci beaucoup. Continuez votre bon travail. Super apprécié. Merci. Vous voulez boire quoi en premier? Ceci n'est pas une gueule, la single barrel. Peut-être la single barrel, je suis pas capable d'attendre. Ok, pas de problème. Je suis pas trop énervé. Tiens, toi l'honneur. Et voilà. Incroyable. Merci beaucoup. Ouais, on avait 200 bouteilles, fait que pour nous, ça n'a pas été nécessairement évident. Là. Ouais, c'est ça. On cherchait une façon de vendre ça, essayer d'avoir qu'il y ait plus de monde possible, puis qu'il y ait moins de mécontentement possible aussi, parce qu'on s'entend que les commerçants, c'est ça. C'est le genre de choses qu'ils aiment avoir, puis que... Tu dois se battre aussi pour essayer d'en avoir au moins une coupe de bouteilles. Ben, c'est ça, puis là, à 200 bouteilles, ben, tu sais, c'est
c'est impossible à distribuer. Ouais, c'est ça, vraiment. C'était quoi? C'était seulement sur place? Ouais, c'est ça, exactement. Puis on n'a pas annoncé en tant que tel non plus directement. On a dit qu'on avait sorti des bouteilles rares. Ok, oui. Ouais, je vois l'odeur qu'on n'a pas habituellement dans des bouteilles vieillies. Ouais, le goût de bourbon ressort vraiment plus que... Oui. Oui, il ressort un petit peu plus. C'est normal aussi parce que, dans le fond, la Baltique édition spéciale, depuis l'année 2013, on ajoute un peu de bière fraîche à l'intérieur. Ah, ok. Question parce que sinon, on dirait que le bourbon, il ressort trop. Ok. Nous, on trouve que c'est mieux balancé en rajoutant juste une partie de bière fraîche. C'est un mélange cognac et bourbon depuis, je pense, 2 ans. C'est brandy bourbon. Brandy bourbon, c'est ça. Brandy bourbon. Oh, wow. Wow, j'ai vraiment jamais goûté à quelque chose de semblable. Vraiment pas. Ouais, c'est vraiment unique, hein. Wow. Quand je dis un peu le côté alcool plus... Doux, là, c'est doux. Oui, c'est très doux. Mais tu sais, ça, il y a vraiment un côté un peu plus... Il est différent, mais il y a quelque chose de... C'est quasiment les sucres. Oui, il emmène quelque chose à bière vraiment différent que... Wow, ok. J'avais dit que c'était la Lumberjack, là, ma Barrel Age de l'année, là, mais sérieusement, je pense que c'est celle-là parce que... Non, de loin, là, c'est wow. Puis ça, on a vraiment un côté plus indiqué en arrière, un peu plus prune, abricot. Un peu plus de fruits qui ressortent. Oui, vraiment, le petit sucre, ça vient de ce... C'est ça. Probablement des prunes. C'est tellement bon parce que, tu sais, le piège d'avoir une bière un peu trop bourbonnée, ça se dit, là, c'est d'avoir le côté alcool, le frisson, là, quasiment. Ouais. On a goûté, justement, moi et Lauriane, la Catherine, brasseur de Castor. C'est franchement là, une stout impériale qui a été vieillie, puis l'alcool est 11% sur les gouttes. C'est ça, le vieilli en fût de rhum, là, sucré, rhum sucré, très alcoolisé. Mais ça, c'est... T'as le goût bourbon, mais c'est en douceur. Tout est bien balancé aussi. C'est ça. Caramel, un peu le toffee aussi là, du bourbon. Là. C'est tellement vos forces, c'est que c'est des bières tellement savoureuses, mais elles sont tellement accessibles aussi. Là. Je veux dire, il n'y a rien d'agressant dans ça. Je veux dire, non, ben, puis on essaye beaucoup aussi, c'est entre autres pour ça que la Baltique édition spéciale, on y rajoute dedans un peu de bière fraîche, justement pour venir balancer le tout. Là. Sinon, des fois, c'est comme trop... c'est trop bourbon dans ta face, là, qu'on trouve. Je commence en mots, là, sérieusement, c'est pas des jokes. C'est vraiment bon. Ouais, c'est vraiment unique dans son genre. Et l'affaire, c'est que on sait pas si on va être capable de revoir des vieux barils. On sait même pas si on va être capable de revoir des barils de 1900, entre autres, pour faire le 12 à 25 ans d'âge, comme qu'on fait depuis 2 ans. Ouais. Fait qu'encore avoir un autre baril comme ça, ben... C'est tellement du timing, j'imagine, là, tu peux pas... C'est exactement ça, puis encore là, l'autre, comment il va virer aussi, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, celui-là, ça a super bien viré, mais il aurait pu avoir une contamination, il aurait pu avoir quelque chose, il aurait pu... c'est de l'alcool fort, fait que ça s'est distillé, mais... Fait que eux, la contamination, ils l'ont pas vraiment, mais par après, dépendamment, là, mais quand il est arrivé, il était comme frais aussi, il venait d'être vidé, là. C'est sûr que ça l'aide à ce niveau-là. Comme ouais. Ça, c'est un peu côté alcool plus vieux, t'as l'impression qu'il y a de l'alcool qui a travaillé, qui est plus âgé que qu'est-ce qu'on est habitué de boire. Ouais, c'est ça, vraiment, de loin. Qui est tellement pété, c'est aucunement agressif, là. C'est en douceur, puis c'est savoureux, puis c'est vraiment la Porter Baltique plus bourbonné, si on veut, avec un goût pas mal plus bourbon vieilli. Le côté boisé qui revient, il y a le sucre. Vraiment, il y a un côté fruité qui revient. Qui ressort. Il y a un côté nouveauté. On est moins ces notes torréfiées, chocolatées. Ouais, c'est exactement. Il n'y a pas d'espresso. Le chocolat est là, le chocolat noir, il ressort. Là. Ça, on s'en sort pas. Là, mais pas assez pour être amer. Il y a pas comme... Non, pas du tout. Ouais. OK, je comprends pourquoi c'est un secret maintenant. C'était pas évident non plus 200 bouteilles, comment qu'on fait pour... Mais finalement, les réseaux sociaux ont fait le travail pour nous, puis les gens... En 2 jours, on a vendu 200 bouteilles à une bouteille par personne. Ça fait juste un buzz pour vos autres Porter Baltic. Ben, c'est ça, c'est un coup. On trouvait qu'en mettant ça un peu avant la période des fêtes, ben, ça pouvait être intéressant. Ça se faisait... c'est une bière qui est un peu plus chère, à 20$. Mais à vous, son prix, honnêtement... Oui, de loin, là. Ça faisait un petit quelque chose de spécial. On se demandait où la sortir. Il y en a qui voulaient la sortir en même temps que l'autre. Ça va comme un peu l'éclipser. Je pense qu'on va attendre plus... On va mettre ça plus proche des fêtes. Puis là, quand le 1er décembre va tomber, je pense qu'on est en décembre, Noël s'en vient. Puis, attendre un peu que les premières ventes sont passées. Donc, un petit deuxième... Ouais, c'est ça. Un petit deuxième souffle. Ouais.
OK. Je m'attendais pas à boire ça aujourd'hui, c'est bon. Je voulais finir en joke, mais ça a l'air que mes vœux sont exaucés. Ça sera pas déplacé pour rien. Non. Est-ce que vous regardez aussi l'avenue de d'autres types? Tu sais, il y a beaucoup le baril de Bourbon qui revient souvent. Un cognac qui recommence, on dirait, qui revient. Est-ce qu'il y a différents comme type de vin, autres que peut-être des trucs un petit peu plus obscurs, Cabernet, Sauvignon aussi? Souvent, le problème, c'est la disponibilité. Ouais. C'est d'avoir C'est certains que- barils, puis cognac, c'est 400-500$ le baril de Ah cognac. ouais. OK. Ouah. Fait que, tu sais, il y a ça aussi qu'on prend en ligne de compte, parce qu'à un moment donné, on paye un baril super cher, ben, il faut le refléter sur le prix de la bouteille, puis C'est vrai. on s'efforce toujours d'avoir un peu un bon rapport qualité-prix. Mhm. Fait que pour nous, c'est comme un peu ça qu'on travaille, puis on essaie de voir comment... Ah, c'est vrai. Plus il était vieilli, plus ça va être cher en bout de ligne, plus ça vaut. C'est ça, exactement. Puis des fois, oui, ça peut être bon, mais ça vaut-tu vraiment la différence de prix? Mhm. Ben, c'est sûr que Brandy Bourbon, pour nous, le mélange, moi, je trouve que c'est excellent ce qui sort de ça. Fait que c'est sûr qu'on essaie de l'avoir année après année. Mais il y a certains, la saison Brette, c'est des barils de Chardonnay. Ah, ok, Des ouais. barils de Chardonnay, il y a des barils de Pinot Noir. Ça va avec le goût, parce que le côté vineux, là, raisin blanc, là, Mhm. qui est un petit peu acide, là, ça Exactement. jumelle bien au côté saison, tout ça. Exactement. C'est ce que je trouve. Là. Mais ce qui arrive dans le fond, c'est que les barils sont réutilisés. Fait que la première fois, on fait de la Baltique via fût de chêne. Puis après ça, on réutilise pour d'autres bières, entre autres la Haute-Brune. Puis après ça, saison Brette. Puis le Jusqu'à. lambic. Puis quand on trouve que là, les saveurs sont. Ils commencent à avoir pas mal de stock dedans, parce qu'on s'entend qu'avec la saison Brette, entre autres, quand ça fait une fois, deux fois, trois fois, ils commencent à avoir un peu de levure sauvage dedans. Mais là, on l'envoie en lambic. Jusque là, ben, Ok. ça, c'est capable d'en prendre pas mal. Là. Mhm. C'est Baltique édition spéciale, fait Haute-Brune, puis après ça, saison Brette, puis on fait une coupe de saison Brette, puis on envoie ça. Ok, ouais. C'est clair. Mais ça vaut la peine aussi. Je veux dire, je vais pas dire si ça se goûte pas, mais je veux dire, je s'attends qu'il y ait une certaine qualité, une certaine rondeur, certains c'est goûts ça. là, qui s'imprègnent dans la bière. Ça vaut la peine de. C'est ça, exactement. L'utiliser, Puis, hein. ben, tu sais, on s'entend que les barils de Bourbon, après la première utilisation, la deuxième fois, tu vas beaucoup moins chercher de Bourbon, tu vas surtout beaucoup chercher de bois. Ouais. Fait que nous, on l'utilise comme vraiment un contenant. On rince le baril à l'eau chaude après, puis on l'utilise vraiment comme un contenant de fermentation. Là. Saison Brette, c'est 100% fermenté en fût de chêne. Fait que première fermentation avec une levure saison, après ça, fermentation avec des brettes. Mhm. Certains types de barils qui réagissent mieux à la brette ou à. La levure Non, sauvage. nous, les brettes sont inoculées. Là, c'est pas, Ok. ça vient pas de l'air. Là, tu vois. Je dis lambic, là, mais c'est pas un vrai lambic. Là, C'est pas la spontanée. brasse. C'est ça, on n'est pas équipé pour faire du spontané, puis on n'a pas de cold ship non plus, qui est genre le grand bucket carré, pas C'est ça, très c'est ça. haut. Fait que c'est vraiment, nous, on rajoute nous-mêmes les levures. Là, on fait C'est sûr qu'il y a des bonnes levures avec le 10-30, là, pas trop loin. Ouais, c'est ça. Ouais, ça vient du gym. Là. Du cold gym. Non, mais c'est ça. Fait qu'on rajoute les levures nous-mêmes dedans. Fait que c'est brassé comme un lambic, mais il n'y a pas le côté spontané. On met la levure dedans. Mais on respecte le 1 an, 2 ans, 3 ans. T'sais, comme l'Assassin's Poison Girls, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est quand même assez spécial. Ça doit être quand même assez difficile. Moi, c'est ça qui me fait le capoter le plus, tu sais, soit avec les bourbons ou les scotch, peu importe, c'est essayer de demander la demande qu'on va avoir dans 2 ans, puis essayer d'en faire assez pour faire plaisir à la demande. Ben, comme cette année, on Ouais. avait 200, 300 caisses, là, puis ça a comme été le free for all. Là. Mhm. Ça- C'est pour ça que j'ai même pas eu le temps. Genre, je voulais y goûter, mais je l'ai jamais vu. J'ai jamais vu passer. Puis, tu sais, je suis dans le coin, là, je regarde le biérologue. Bon, quand je me donne la peine d'y aller, Ouais. c'est quand même un petit détour, mais ça vaut la peine des fois. Là. Mais je l'ai pas vu. Je l'ai carrément manqué. Ben, jusqu'à peut-être là. Faut que tu trouves une place qui est moins fréquentée. Ouais, hein, c'est ça. Ça Les prend, dépanneurs t'as ta spécialisés. place que tu vas, puis t'as une place, tu fais comme, je vais essayer. C'est comme ta deuxième chance. Là. C'est ça. Ben, ce que j'aime beaucoup, c'est que, tu sais, vous le dites souvent sur Facebook, on livre à telle place. Puis c'est bon de se tenir au courant. Tu sais, justement, j'aime beaucoup ça. Tu le sais que tu vas pas là pour rien, des fois. Non, c'est ben, pas une chance. Exactement. Ben, c'est pour ça qu'on le fait, là, pour certaines bières plus Baltic Fût de Chêne, on les a toutes marquées. Ouais. Là. On les marque pas à chaque non plus parce que c'est quand liste même, devrait c'est être quand même grosse. lourd. Puis c'est parce que tu sais, les livreurs, dépendamment quand est-ce qu'ils reviennent, puis Mhm. faut tout rentrer ça sur Internet. Puis, tu sais, pour certains produits qu'on sait, Baltic Fût de Chêne, on sait que cette année était très attendu parce que C'est ça. il était retardé d'1 mois à peu près. Ah ouais? Fait que, ouais, habituellement, elle sort plus début octobre, là, elle est sortie plus début novembre. Ah, OK. OK. Je savais que, tu sais, dans ma tête, on dirait que je suis comme programmé pour. Je sais que ça sent bien. Ouais, c'est ça, Je sais que ça sent exactement. bien.
Mais elle était un petit peu retardée, là, un petit problème de production, puis un peu comme essayer de setter nos affaires, puis on va devenir un fermenteur de l'île, puis c'est pour ça qu'elle est retardée un petit peu. C'est ça. Je regardais dans justement la collection de bouteilles, c'est depuis 2010 que vous la faites, la spéciale à chaque année. Exactement. Mais il n'y a pas de 2012. Ah, ok. En fait, Trois Mousquetaires déménagé comme en 2012. 2011-2012. Fait que 2010-2011 a sorti en 2012. OK. Puis après ça, il y en a une par année depuis ce temps. OK. Cool. La 2011 est un peu différente. La 2011, c'est une deuxième utilisation de baril de chêne. Fait que c'est là que vraiment on s'est rendu compte que si on veut vraiment aller chercher un côté bourbon, avec la deuxième utilisation, moins intéressant. OK. Ouais, ben c'est peut-être... J'y vois vraiment de souvenirs parce que nous autres, on la goûte depuis 2013. OK. Puis on a trouvé, je pense, qu'il y avait plus de rondeur. Dans la 2014, elle était plus sucrée, je pense. Est-ce que cette année? Ouais, je pense. Oui, un petit peu plus ronde. Ouais. 2014 était plus ronde. Cette année, Alex a voulu peut-être un petit peu plus mince, un petit peu pour essayer d'amener un côté un peu plus drinkable. Ouais. On a essayé de la faire comme ça pour cette année. Les commentaires sont très bons. On verra un peu comment on va jauger ça dans l'avenir. Mais c'est un des commentaires qui revenait, c'est qu'il était c'était un peu trop liquoreux. Ouais. Fait qu'on verra comment ça... Ouais, mais je veux dire, c'est Mais fun en même temps. Ouais, mais quand même excellente celle de cette année. Ben c'est ça, c'est différent, c'est un petit peu plus... Mais j'ai l'impression qu'avec le temps, là, elle va pogner un peu plus son côté rond, je pense. Parce que souvent, le monde, ils ont bu la 2014, peut-être il pas si longtemps, parce qu'il y en a qui s'en gardent des bouteilles, s'en sortent une fois de temps en temps. Ils l'ont bu il pas si longtemps, fait mais la bière, quand ils l'ont bu il pas si longtemps, elle est rendue à 9-10 mois. Fait que je veux pas, en vieillissant, la bière devient un peu plus ronde. Elle a eu le temps de travailler. Exactement, mais Ouais, en continuant à travailler dans la bouteille, là, c'est un des phénomènes qui arrive avec, entre autres, Weizenbock, quand elle vieillit, elle devient de plus en plus liquoreuse. Et ceux qui travaillent avec la modélisation. Mm-hmm. Moi, c'est sérieusement, la Weizenbock, là, c'est un de mes classiques. Je sais que, tu sais, oui, il y a les classiques, là, comme la Porter Baltic, mais la Weizenbock, j'ai toujours... Moi, j'aime les bières sucrées, donc déjà en partant, tu sais, comme sucré, fruité, caramélisé, là, c'est tellement gagnant pour moi. C'est Puis Weizenbock vieillit, je crois que tu as goûté 2-3 ans. Hein? Ça, c'est un produit qui vieillit très. Ouais, est-ce qu'on peut vraiment attendre 2-3 ans pour voir du Il faut que tu caches. Faut que tu caches, là. Si tu ouvres ton frigidaire, puis là... C'est pas que c'est dans le frigidaire. Ah oui, c'est vrai, juste ça a l'air... Non, mais tout court, parce que si tu la mets dans le frigidaire, tu vas la voir. Ouais, oui, pour la faire vieillir, idéalement, c'est une... J'ai dans un cellier. Ouais, les températures... Juste une pièce un peu sec, puis un peu plus fraîche. Et sombre. C'est ça. Les classiques. C'est un fond de garde-robe, là. C'est toujours winner. Ah ouais? OK. Pas ouais. Il va falloir que je commence peut-être à penser quelque chose dans le genre. Là. Mais c'est pas toutes les bières qui sont bienvenues. Je suis pas un apôtre de la bière vieillie. Ouais, moi avec justement la garder puis faire une dégustation verticale. Non, des fois il y en a que je garde juste pour essayer, là, mais c'est vraiment pour essayer. Mais Weizenbock, parce qu'ici on s'en met de côté, pour y avoir goûté vieilli, honnêtement. C'est un produit un peu différent, mais c'est quand même très intéressant. Ouais. J'en ai une avec un niveau qui est plus... Parce que je suis curieux de voir. T'sais, vous avez pris la peine de le dire, ceci n'est pas une gueuse. Ouais. Donc on peut s'attendre à quoi? À quelque chose de vraiment acidulé, assez vinaigré ou... Honnêtement, on est très très près d'une gueuse. Là. Cantillon, non, parce que Cantillon ont vraiment leur façon de faire à eux, avec leur levure qui est très particulière à eux. Mais tu sais, on l'a comparé avec d'autres gueuses, puis on n'est pas tellement loin. C'est sûr que c'est un peu plus acidulé. Mais on est dans les mêmes eaux, là. Honnêtement, quand vous y goûterez, là, nous, on a un côté belge dedans. Là. On a un côté un peu sour belge. Versus ce qu'on goûtait aux États-Unis, qui souvent, c'est juste très acidulé. C'est ça. Okay. Là, on a un peu plus de complexité que ça. Je suis pas comme un super habitué de tout ce qui est gueuse, puis déjà des criques. J'en ai jamais goûté une. J'en ai dit. Je me rappelle d'une lambic aux framboises. Ça, c'était très bon parce que tu avais le côté acidulé fruité d'une framboise. C'est un classique, mais c'est encore un style que j'apprivoise un peu. Okay. Je suis pas un pro de ça, si on peut. C'est une grosse sour avec... Il y a de tout là-dedans. C'est complexe, ça. On s'habitue, hein, c'est comme n'importe quoi, comme quand ma première bière de microbrasserie. C'est s'habituer. C'est comme la première IPA. C'est ça, il y a du monde qui prend ça, puis c'est coup, c'est armeur, puis on dirait que plus t'en bois, plus tu en veux, puis plus que t'aimes ça. C'est ça, ouais. Il y a un côté... Il y a quelque chose de spécial, mais on s'habitue un peu à tout au goût, puis... C'est drôle parce que les personnes... Il y a beaucoup de monde qui aiment les IPA ou les doubles IPA,
qui aiment moins la bière, qui aiment moins les lagers, qui aiment moins... la double IPA, on dirait que c'est vraiment à cause du côté fruité qui ressort. Ouais. Il y a beaucoup de fruits. C'est quand même amer, mais on dirait que le fruité... Ça cache, là. Il cache beaucoup. C'est pour ça que j'aime ça. Ben, c'est exactement ça. Le jus tropicaux, là, dès que tu me sors de l'ananas, de l'orange, c'est bon, c'est désaltérant, c'est fruité, c'est OK, c'est bon. Il y a une amertume, mais je veux dire, elle est tellement camouflée à... C'est baril unique, puis honnêtement, c'est unique comme produit. Puis... Ouais, franchement, là, c'est... j'allais dire... c'est un grand chelem. C'est pas juste un coup de circuit, c'est un grand chelem. Puis tu sais, d'un autre côté, c'est le baril qui a fait le travail, c'est même pas nous. Fait que, on est prêt à peine de l'isoler et puis de voir ce qu'on va en ressortir. Puis je pense que... Ça fait un bon produit. C'est ça que j'aime, c'est ça que j'adore avec ce podcast-là, c'est qu'on a une gang d'amis, on trippe, puis on boit de la bonne bière, on partage en même temps des idées, des goûts, puis tout ce qu'on a, c'est du fun en bout de ligne. C'est génial. C'est pour ça qu'on a fait, on a beaucoup, il y a eu beaucoup de discussions à savoir est-ce qu'on la fait en petite bouteille, est-ce qu'on la fait en grosse bouteille, ouais, mais en petite bouteille, il y aurait plus de personnes, puis mais en partant ça aurait été plus compliqué, puis il y avait plein de mesures autres qui faisaient que c'était plus complexe, puis de toute façon, notre format c'est la grosse bouteille, le monde aime ça, la grosse bouteille. Puis de toute façon, c'est dit, ce genre de bouteille-là, je pense que c'est le genre de bouteille que le monde partage. Il y en a qui vont la boire tout seul, il y en a qui vont la boire tout seul. Comme l'autre titre, il y en a qui l'auraient bu tout seul aussi. Mais j'ai l'impression que, vu que c'est une bouteille qui est un peu plus rare, ben je pense que les personnes qui en ont, ben c'est ça, exactement. Ils vont emmener ça dans une dégustation, ils vont la boire avec d'autres mondes. Puis ça fait une couple qu'on voit popper sur Internet, sur les réseaux sociaux. Qui font une dégustation, puis ils sont 6, 7, 8, 9, puis on trouve ça le fun parce que il y a plusieurs personnes qui ont eu la chance d'y goûter, puis de pouvoir l'apprécier, c'est ça. C'est justement. Connaître la même expérience, puis la partager en groupe, c'est tellement meilleur que juste seul. C'était bon, là. That's mine. Ouais, c'est ça, c'est à moi, je suis le seul. Je sais pas, c'est bien mieux en groupe, là, puis franchement. Sauf celle-là, je suis désolé à tout le monde. Ah boy. Ah ben ça prend quelqu'un pour se sacrifier pour y goûter. Ben c'est ça, je dois savoir les autres années. Pour que vous puissiez en parler. Puis, vous avez été avertis de ça. Juste un bon commentaire sur les labels que vous faites. J'adore ça parce qu'il y a tellement de bonnes informations comparativement à d'autres microbrasseries où je compare ça, je comprends rien. Qu'est-ce que vous dites sur des fois, on en cherche aussi des informations. C'est ça, mais ça, ça fait partie d'une des choses qu'on a faites quand moi je suis arrivé ici, là, avec entre autres Vicky. Ce qui est le fun, c'est que tout le monde a travaillé là-dessus. Il y a des idées de tout le monde, toute l'équipe. Il y a des idées des représentants là-dessus, il y a des idées des gars de livraison. Puis on a parlé là, tout le monde. C'est des idées de tout le monde. Puis il y a des infos que certains disaient, ben ça c'est bon, puis ça, pas besoin de ça. Puis dépendamment qui tu parlais, il y en a qui disent, ben les saveurs, pas besoin de ça, les saveurs, le monde, ils savent c'est quoi une portée baltique. Puis, mais au GFG, c'est important pour eux autres. Puis tu sais, de l'autre côté, il y en a d'autres, ben moi, au GFG, ça. Pas besoin de ça, mais elle goûte quoi? Parce que souvent, c'est ça quand le monde y arrive quand ils veulent acheter une bière, c'est prendre la bouteille, qu'est-ce que ça goûte ça? Un peu. Tu sais, on se le cachera pas, on s'est inspiré un peu du vin, là-dedans, il y a comme. C'est comme une étiquette, avec les accords aussi, puis on a essayé d'en mettre comme vraiment pour tout le monde, fait que c'est pour ça qu'on a fait comme une étiquette hyper complète. J'adore l'étiquette comparativement à d'autres où ce que ça a plus l'air mythique, leur description, c'est comme... mais ça, j'adore ça. Ouais. Des fois, ça te force à t'améliorer dans ta dégustation, tu vois, il y a un goût comme praliné, je fais comme, OK, caramel, est-ce qu'on le goûte, est-ce qu'on essaie de le chercher, là, on attend un peu, je trouve intéressant aussi, on réchauffe notre bière, on essaie de voir, l'avez-vous ça? C'est ça, c'est quasiment un challenge de... Puis, c'est ça, exactement. Ouais, moi j'adore ça. Ça veut pas, ça l'éduque un peu le monde aussi, c'est ça. De prendre le temps de déguster puis de voir c'est quoi les saveurs qui sont... Puis c'est concis, tout est là, puis je veux dire... Exactement. Les mâles utilisés, les houblons, puis qu'on a mis vraiment pour tout le monde. Il y en a pour qui, au GFG, ça ne dérange pas, IBU, SRM, c'est quoi ça. Mais les saveurs, par exemple, quelqu'un qui est initié au brassage, qui aime ça brasser maison, mais au GFG, lui, il va trouver ça. Lui, ça lui donne une idée. Au GFG. Du sucre au début, le FG, il est haut, ça doit être une bière sucrée. Le FG, c'est un peu plus sèche. On prend la peine des fois de le dire, juste pour les personnes qui nous écoutent, puis pour eux autres, c'est important. Puis on fait, OK, il y a quand même beaucoup de sucres qui ont été traités, fait que ça va être quand même une bière sucrée. Là, on regarde.
Ouais, comme Original Gravity, ouais. Si tu compares avec ces ombrettes, que la Final Gravity, c'est 0.7. Ouais, il n'y a rien, il n'y a aucun cycle dans ça. C'est plus sèche. C'est Elle a quand même une rondeur, veux pas... Ah, j'aime ça, vous avez marqué en plus Dry Up. Je n'avais jamais remarqué avant. Ouais, quand il y a des Dry Up, on l'indique. Ouais, c'est cool ça. C'est plus d'informations, tu prends ce que tu veux dans ça. Puis exactement, c'est ça, exactement. Ça t'intéresse pas, tu le lis pas, ça t'intéresse, tu le lis, puis tout est là, puis t'as l'expérience que tu veux, dans le fond. Je pense de plus en plus, le monde aime ça, faire des pairings, savoir avec quoi qu'on mange ta bière, avec quoi... C'est toujours puis on peut le voir sur les réseaux sociaux, le monde, moi, je mange ça en soir, qu'est-ce que vous conseillez de manger avec? Parce que je veux pas, le monde, ils le font depuis des années avec le vin, mais la bière, c'était pas nécessairement... Ouais, de plus en plus, ça... Comme qu'on parlait justement pendant le podcast, on s'éloigne un peu de tout ce qui est plus bistrot, puis ça devient un petit peu plus recherché comme repas. C'est moins des poutines et des bières ou quoi que ce soit. Il y a une étude, il y a une recherche justement dans puis de plus en plus, les nouveaux brewpubs qui rouvrent ont toujours un menu élaboré. De plus en plus, là, les nouveaux brewpubs qui rouvrent ont toutes des belles cuisines. Ouais, c'est ça. Je pense que le monde y recherche ça un peu aussi. Je pense aussi. C'est mieux boire, mieux manger. C'est ça. On est vendu au Saint-Boc, puis justement, cette année, ils ont changé leur menu complètement de A à Z pour amener d'autres saveurs, d'autres particularités, puis justement... Même à Balthazar ou Distran aussi, c'est la même affaire, ils conseillent telle bière avec... c'est ça, justement. Puis ils ont même un biérologue qui se déplace sur place, puis qui conseille ce qu'on aime. C'est intéressant pour eux. Génial. On peut aller voir le chef si vous voulez. Oui, c'est vrai. Oui, il n'y a pas de problème. Ok, c'est bon. Fait que juste pour dire, Christian, merci beaucoup encore pour cette deuxième partie. C'est tout. À la fin de l'épisode, je vais rajouter l'adresse. Sérieusement, des produits impeccables. Continuez là-dessus. C'est génial. Je vous ai promis quelque chose, je vais vous le donner. C'est tout. Sans problème. Merci, santé. Santé, franchement, merci pour tout. C'est génial. De retour de l'entrevue avec Christian Marcil, Lauriane, comment on se sent après une entrevue aussi épique que ça, on va se le dire? Je suis en train de me remettre de mes émotions, honnêtement. C'est... wow! J'ai pas vraiment de mots, c'est juste comme une très belle expérience. En tout, là, c'est ce que je dirais. C'est écœurant. Belle compagnie. Merci beaucoup à Christian. Au Trône Scatter, on a fait le tour. Ils nous ont fait faire le tour. On a vu leur cuve, on a vu leur baril vieilli. On a dégusté leur bière. On a dégusté, Lauriane. Là, je pensais jamais goûter à ça, OK? La meilleure bière à vie. Honnêtement, je suis pas sûre de goûter à une bière. Éventuellement, dans ma vie, si j'aurais à mourir là, j'aurais à mourir là. Ça me dérangerait pas. C'est comme la meilleure bière ever que j'ai goûtée de ma vie. Puis je pense pas que ça existe. Sérieusement, là, si je les compare toutes à cette bière-là, je peux juste être déçu. Là. Puis c'est pas des blagues, là. La Single Barrel, la Porter Baltic Single Barrel, vieillie dans un fût de 1978, il n'y a pas de mots. J'ai jamais goûté à quelque chose comme ça. Là. C'est comme la Porter Baltic sur des stéroïdes. C'est la Porter Baltic avec un goût de bourbon. C'était sucré, il y avait un fruit. Fruité, oui. Un petit prune comme... Copropriétaire disait. Il y a un petit goût fruité qui vient bien balancer le goût de la bière. C'est bien balancé. Il n'y a pas de mots pour dire à quel point que la bière est upgradée comparativement à d'autres bières qui ont été vieillies en fût de bourbon. C'est... Juste un rappel, parce que j'avais pas l'information, mais les Trois Mousquetaires, si vous voulez aller sur place et aller acheter leurs produits, ils n'ont pas de, comme on a dit, de bar de dégustation, mais ils ont au moins une boutique aussi que vous pouvez acheter leurs produits. C'est le 3755 Boulevard Matt, local C à Brossard. Allez-y, ça vaut la peine. Oui, vraiment. Ça vaut la peine. Puis il y a quand même des petits deals en ce moment. On achète 11 bouteilles, puis la 12e est gratis. Donc, il y a des petits deals qu'on peut pas retrouver en dépanneur ou quoi que ce soit. Donc. C'est ça, on a même aidé quelqu'un à sortir ses caisses, là, fait que ça, ce qui était très drôle. Ensuite, on rentre, puis on aide quelqu'un à sortir sa grosse caisse. Donc, allez-y, puis je pourrais pas dire à quel point que j'ai apprécié cette expérience. Regarde, quitte à me répéter, merci encore à Christian, merci encore au Trois Mousquetaires, je pense que c'était génial. Oui, il n'y a juste pas de mots pour dire à quelle hospitalité qu'on a été reçus, c'est vraiment agréable. Ah ouais, les bras ouverts, là, ça avait juste pas de sens, c'était quasiment malaisant tellement que c'était trop le fun.
C'était génial. Fait que c'est notre dernier épisode de l'année. Il y a des... je pluggerai rien, je pense, parce que le focus, c'est vraiment sur les Trois-Mousquetaires. Femme-Buveur, surtout, le Facebook, Instagram, toute la kit, si vous voulez jaser avec nous. Femme-Buveur, gmail.com pour questions, commentaires, suggestions. Et puis, c'est ça. Très belle expérience. Les 3 règles, oui, Lauriane, on peut se les dire. Lauriane, règle numéro 1 d'un Femme-Buveur. Un Femme-Buveur se doit de... Garder le contrôle. Pas de gaspillage, règle numéro 2. Et règle numéro 3, Lauriane. Respect de la consommation, surtout ce qui s'est fait à soir avec la Barrel 78. On l'a terminé jusqu'à la fin. C'était pas difficile. Ouais, pas de gaspillage, c'était pas difficile. Sur cette sage parole, merci à tout le monde qui nous écoute. Merci encore aux Trois-Mousquetaires, c'était génial. Et à tout le monde, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.